Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Les amis, après avoir fait des études de droit et être passé par Sciences Po, il a choisi de s'intéresser aux relations internationales en étudiant le droit international privé. Il est entré ensuite à l'école des hautes études en sciences sociales. Parallèlement à cette formation politique et historique, il a multiplié les collaborations journalistiques intervenant sur France Culture, RTL, France 5, etc. Il est aussi réalisateur de nombreux documentaires, dont plusieurs sur Emmanuel Macron. Il est aussi un auteur aguerri. Vous l'avez compris, mon invité aujourd'hui est un homme de médias. Son regard malicieux et taquin, son intelligence subtile, fait de lui une personne joviale, mais avant tout humaine. Amoureux de la politique et du monde, curieux du politique, vous l'aurez compris, j'ai la joie, le plaisir et le privilège de recevoir celui qui est depuis 2018 le président directeur général de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Bertrand Delay. Bertrand Delay, bonjour, bonjour. Bonjour, j'ai cru que j'étais mort à un moment donné, devant ton éloge. Je me suis dit, ça y est, il est mort. Vous êtes bien vivant. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Merci beaucoup, et je voudrais commencer par une citation d'Anthony Hopkins, qui souligne « Ce que les gens disent de moi et pensent de moi, ce n'est pas mon affaire. Je suis ce que je suis, et je fais ce que je fais. Je n'attends rien, et j'accepte tout. Et cela rend la vie tellement plus facile. Et vous, Bertrand Delay, qui êtes-vous ? » Alors, je souscrirai à peu près totalement à cette citation, à ceci près que je ne fais pas ce que je fais ce que je m'estime devoir faire. C'est-à-dire que j'ai 2-3 grands principes. Je pense qu'il faut, fondamentalement, c'est très talmudique, il faut qu'on est sur Terre pour payer sa dette. Au sens biblique du terme, évidemment. Et donc, je suis là pour payer ma dette, et donc, dans ce sens, je fais ce qu'il me semble devoir faire, ce que je dois faire, entre guillemets, pour honorer ma dette. Alors, on va reparler du devoir, parce que j'aurai une question sur le devoir moral dans votre travail. Mais pour vous connaître très très rapidement, en un seul mot, quelle est votre plus belle qualité ? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Je dirais, alors qualité je ne sais pas, mais je m'efforce de rester libre. La liberté. La liberté. Comment la définissez-vous ? C'est quelque chose qui a à voir au libre arbitre. C'est quelque chose de plus intime en fait. Mais face aux pressions sociales, face aux convenances, face aux pressions multiples que l'on peut avoir, pouvoir garder sa propre liberté, son libre arbitre, est à mon avis quelque chose de beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Vous faites une distinction entre deux grands concepts philosophiques, n'est-ce pas, entre la liberté et le libre arbitre. Quel est le libre arbitre est le moyen de la liberté. Oui. Voilà. C'est cette capacité de choisir. Exactement. Et vous vous sentez libre de choisir ? Oui. D'accord. Ou en tout cas, je m'efforce d'être dans cette situation. On va en reparler. Bertrand Delay, quelques questions simplement de sémantique. Vous êtes un homme de médias. Comment définissez-vous, non pas la chaîne parlementaire Assemblée nationale, mais le média dans sa généralité ? Alors, il y a une définition, on va dire, classique, le médium, l'intermédiaire, bon. Moi, je vais après aller sur autre chose, c'est-à-dire que je pense que le média en lui-même, et principalement une chaîne de télévision, doit avoir deux impératifs. Qu'on soit une chaîne de télévision publique ou privée, en fait, en réalité, importe peu. Après, les moyens, évidemment, ne sont pas les mêmes. Les contraintes aux uns et aux autres qui pèsent sur les uns et les autres ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'il y a deux impératifs. Le premier, c'est qu'on peut être un instrument de l'émancipation individuelle. On revient toujours à la liberté. C'est-à-dire que je pense qu'une partie de la culture générale, elle peut s'acquérir effectivement par instruction, par l'école, mais la télévision, l'outil télévision, peut être un énorme relais
de culture générale, d'ouverture au monde, pour des gens qui sont dans des situations où ils n'ont pas cette émulation accessible, cet environnement stimulant à portée de main. Et au fond, la télévision peut compenser ou peut réparer un certain nombre d'injustices de naissance. Ça, c'est le point de départ. Et le deuxième élément, qui me semble tout aussi important, c'est que la télévision peut être un outil pour recréer du commun. On est dans une société, depuis la mort des idéologies, où il y a une forme de fracturation, d'affrontement entre communautés. Les réseaux sociaux créent un effet loupe et amplifient ces antagonismes. Et depuis que je suis notamment en charge de la chaîne parlementaire, je ne cesse de dire la télé doit être l'instrument de réécriture d'un commun collectif. Alors, de réécriture d'un commun collectif, peut-être une question, Bertrand, au niveau sociologique, on entend de plus en plus que la télévision est en train de mourir. La nouvelle génération, et nous allons en parler, regarde de moins en moins la télévision. Comment comprenez-vous cette situation et comment essayez-vous vous-même de contrer cet adage que finalement les gens ne regardent de moins en moins? Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la télévision, des programmes de télévision? Si on parle de la télévision, de l'objet, enfin pas du poste, mais l'effet de regarder son programme à une heure donnée devant une chaîne de télévision, etc., ça, c'est effectivement quelque chose qui est encore puissant. Il faut toujours faut se méfier de la disparition de la télévision. Les grands rendez-vous de télévision réunissent entre 4 et 8 millions de téléspectateurs et des moments exceptionnels. Autour du sport, on peut être à 10, 12, 15 millions, donc c'est encore du monde. Peu de choses aujourd'hui sont capables de réunir d'un seul coup, à un moment donné, 7, 8 millions donc il faut relativiser. Là. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est que si on regarde les tranches d'âge qui sont devant le poste, ce sont les Français les plus âgés. Les chaînes de télévision, toutes sans exception, aujourd'hui ont une moyenne d'âge qui est supérieure à 50 ans, et donc, en termes de public, et donc qui est largement plus âgée que la moyenne d'âge du pays. Donc ça veut dire, de manière très concrète, que les plus jeunes ne regardent plus la télévision, mais ils regardent des programmes. C'est le paradoxe. C'est ça, exactement. Oui. C'est-à-dire qu'ils passent de plus en plus de temps à regarder des contenus audiovisuels sur un smartphone, sur un ordinateur, mais par d'autres canaux, par les réseaux sociaux, par YouTube, par des voies d'échange, etc. Et donc, la question qui est appelée aux chaînes de télévision, c'est de devenir non seulement un diffuseur, mais un éditeur, un fabricant, un producteur de programmes, ces programmes doivent pouvoir être accessibles par d'autres canaux de diffusion que la chaîne elle-même, pour pouvoir toucher un public plus jeune. Oui, mais comment expliquez-vous, alors on va rentrer un peu plus dans les détails, mais comment expliquez-vous que la chaîne parlementaire, donc vous retransmettez en direct, je trouve ça génial de retransmettre en direct toutes les séances à l'Assemblée nationale, en commission, etc. Mais je m'aperçois cependant, m'occupant de beaucoup d'étudiants, qu'ils ne regardent pas la politique. C'est-à-dire qu'il y a un manque de leur part. Mais avant de peut-être, comment définissez-vous la politique et le politique? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire, LCP par exemple, pour la chaîne parlementaire et pour ses sessions parlementaires, fait un travail aujourd'hui des Facebook Live, un direct sur YouTube. On a un fil Twitter avec près de 700 000 followers. Donc on est extrêmement présent et de manière très forte, puisqu'on va arriver aux 100 000 abonnés sur YouTube très bientôt. Donc on a des abonnés, on a un public qui nous regarde en dehors de la chaîne de télévision du Canal 13, de la TNT. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une demande. Ça, et une demande d'un autre public qui ne nous regarde pas sur la TNT. Donc je parle du public plus jeune. Ça, c'est le premier point. Après, il y a un désintérêt croissant pour la chose publique, politique, mais pas seulement, de manière générale, dans le pays. Et donc, évidemment, une chaîne comme la mienne
est plus impacté que si j'étais une chaîne de foot ou une chaîne... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Évidemment, moi, ma matière, c'est la chaîne du Parlement. Par définition, elle doit légitimer les institutions. Donc, quand il y a une forme d'épuisement démocratique, eh ben, on est une chaîne qui est plus impactée par le doute qui s'empare du citoyen quant à la capacité de nous regarder. Mais ça ne change pas l'équation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se rendre accessible sur nos contenus citoyens, pas pour un public plus jeune. Et donc ça passe par le fait d'être présent en dehors du cadre de la TNT. Oui, mais alors comment expliquez-vous ce désintérêt, comme vous parlez à juste titre, ce désintérêt de la nouvelle génération de la politique? La preuve, c'est que les jeunes vont de moins en moins voter. Alors, il y a plein de raisons. Et elles sont multiples et elles sont anciennes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, il faut revenir à ce qu'on a appelé, à partir des années 80, fin des années 80, l'effondrement idéologique. L'effondrement idéologique fait que peu ou prou, les gens ont eu le sentiment que finalement, droite et gauche, c'était la même chose et c'était la même politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez eu un effet pervers, à mes yeux, de l'intégration européenne. C'est-à-dire que l'intégration européenne a eu ceci d'éminemment positif, c'est qu'il a permis d'abord un décollage économique de l'ensemble du continent dans l'après-guerre. Il a permis une grande, même si aujourd'hui nous avons la guerre en Ukraine, en réalité une grande période de prospérité collective et de paix collective. Donc de ce point de vue, c'est des points positifs. Mais il a aussi donné l'impression que toutes les politiques étaient rigoureusement les mêmes. Qu'au fond, invariablement, on gouvernait au centre. En fait, centre droit d'un côté, centre gauche de l'autre, mais que peu ou prou, c'était une politique faite pour une forme d'intégration européenne accélérée de l'ensemble des pays. Et ce sentiment est à peu près le même, à peu près partout en Europe. Ce qui explique le Brexit, ce qui explique la tentation du Frexit en France, mais il y a eu la même chose en Espagne, etc. Donc la critique est devenue plus difficile, et donc ça a nourri une forme d'apathisme ou de défaitisme quant au pouvoir réel du citoyen dans dans son vote. Ça, c'est l'exemple le plus typique a été le référendum européen. Oui. Le référendum européen, vous avez le non, et finalement, 2 ans après, par décret, lors du traité de Lisbonne, on fait passer les dispositions qui avaient été rejetées par les citoyens. Donc ces éléments-là, cette histoire-là, a participé d'une forme de défiance collective, ou en tout cas d'épuisement de l'imaginaire démocratique. Ça, et donc de la capacité à changer les choses par son vote. Voilà, ça c'est effondrement idéologique, intégration européenne, et je pense, alors sur l'intégration européenne notamment, je pense qu'il y a eu une erreur collective des politiques dans leur ensemble. C'est un déficit de pédagogie. C'est-à-dire, comme il n'y a pas eu de pédagogie pour expliquer, au fond, que finalement, je me souviens c'était au moment d'une polémique sur la contraception, dans les années 80, et Simone Veil avait eu cette phrase extraordinaire, elle avait dit, on dit toujours, la pilule fait grossir, la pilule fait ci, la pilule fait ça, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faudrait répéter tout simplement qu'elle évite d'avoir des enfants au moment où on ne veut pas en avoir. Mmh. Finalement, elle assure de ce point-là une liberté totale de la femme. Je dirais la même chose pour les politiques européennes. Alors l'Europe c'est ci, l'Europe c'est ça, c'est technocratique, ça, sauf qu'elle nous a assuré la paix et la prospérité. J'aurais envie de répéter ça de façon... Et en fait, on n'a plus aucun politique qui ne le répète aujourd'hui. Oui. Et donc, problème, ça laisse le champ à toutes les critiques possibles, y compris les plus caricaturales. Oui, mais alors pourquoi le politique, comme vous dites, ne le répète pas? Parce que pour lui, c'est un axiome. C'est intégré. C'est ça. Et je pense de ce point de vue, il ne se met pas assez à la place des gens les plus jeunes qui, par ailleurs, ne votent pas. Oui, mais alors, le politique, je trouve passionnant ce que vous dites, Bertrand, parce que le politique, vous dites, ne se met pas assez à la place de celui des jeunes qui ne votent pas, comme vous dites.
à votre avis, et c'est ce que j'entends de beaucoup de mes étudiants, ils disent souvent les politiques ne connaissent pas ce que nous vivons. Ils ont cette expression, ils sont complètement en dehors de la réalité. Voilà. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont au gouvernement, ils sont en dehors de la réalité. C'est vrai, c'est pas vrai. Je fais leur porte-parole. Si oui, je sais bien, mais ça c'est aussi un lieu commun qu'on oppose aux politiques. Parce que la plupart des politiques sont des gens, depuis qu'il y a une forme d'instabilité. Avant, vous aviez des gens qui étaient élus sur 3, 4, 5 mandats, qui devenaient ce qu'on appelait des professionnels de la politique. Il y en a de moins en moins. Oui. Parce que les mandats, l'instabilité politique fait que vous faites un mandat, voire 2 mandats, puis généralement les électeurs vous renvoient, et généralement qu'est-ce qui se passe ? Moi j'ai connu un certain nombre d'électeurs, de députés depuis quelques années qui se retrouvé à mort de la poussière, et se retrouver l'un à reprendre son cabinet de médecin, l'autre à reprendre son boulot de fonctionnaire à la SNCF, ça. Et qui voient la différence qu'ils avaient quand ils étaient parlementaires, et d'un seul coup, ils retournent au bureau tous les jours. Ce qu'ils faisaient, moi j'ai un très bon copain d'études, qui est aujourd'hui maire adjoint d'une grande ville, et qui à un moment donné, parce que sa délégation a été retirée, et qu'il n'a pas été réélu avec un même poste, il n'a plus son indemnité d'élu, a dû reprendre à mi-temps le travail qu'il faisait dans la fonction publique. Il n'a pas fait avec une allégresse. Mais tout ça pour vous dire qu'ils connaissent la vie. Oui. Parce que finalement, il s'est retrouvé, sa carrière, entre guillemets, dans la fonction publique où il était, a été quand même entachée dans sa progression par le fait d'avoir eu un mandat politique, parce qu'il n'a pas été présent. Donc il a vu des gens qui étaient sous ses ordres, qui finalement lui étaient passés devant. Donc il s'est retrouvé sous les ordres de gens qu'il avait lui-même embauchés quelques années auparavant. Donc il a eu le malheur du petit chef. Et ça, des choses que vivent énormément de gens au quotidien. Donc c'est illusoire de penser que les politiques seraient d'une certaine façon absous. Et surtout qu'il faut, je vais vous donner 2 exemples, il y a une exigence, et c'est tant mieux, mais il faut qu'on en ait conscience. Il y a une exigence vis-à-vis des politiques du corps social, donc y compris quand les gens vous disent oui, ils sont hors sol, etc., que l'on n'a pas vis-à-vis de l'ensemble du corps social. Je vais vous donner 2 exemples. Quand je suis arrivé à la tête de LCP, il y avait une émission de politique qui était une espèce de vie ma vie déclinaison. Donc on demandait à un député d'aller faire le pain avec le boulanger ou aller faire la tournée avec l'infirmière dans sa circonscription. Et évidemment, le sous-texte était, vous voyez, comme la vie est difficile, etc. Mais moi, j'ai supprimé cette émission. J'ai dit, voilà, donc on va exiger du député qui sache faire du pain auprès du boulanger, mais on n'exige pas du boulanger de savoir faire la loi. C'est pas faux, oui, c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi. C'est logique. Mais pourquoi ça ne jouerait que dans un sens ? La réalité, c'est que quand vous êtes en situation de député, de maire, de responsabilité, 2 fois sur 3, il n'y a pas de bonne solution. 2 fois sur 3, vous êtes condamné à prendre la moins mauvaise des solutions. Et donc, ça, il faudrait que l'infirmière qui est dans sa tournée, etc., elle soit confrontée à cette réalité-là. Et d'un seul coup, le regard parfois empreint de sévérité qu'elle a à l'endroit du décideur politique, il prendrait un peu d'indulgence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça me semble primordial aujourd'hui. On est de la même façon quand je vous dis, ainsi, moi par exemple, je suis comme les élus, puisque j'ai un mandat à la tête de LCP, j'ai donné, j'ai signé, j'ai accepté le fait qu'un magistrat, pour voir si je ne me suis pas enrichi de manière frauduleuse, puisse accéder à tous mes comptes. Donc moi, quand j'ai pris ce mandat, j'ai accepté ce qu'on appelle les personnalités politiques exposées, les PPE. En fait, n'importe qui, entre guillemets, quand je dis n'importe qui, peut accéder à mes comptes pour voir si... Alors, c'est encadré. La transparence. Bon, au nom de la transparence. Oui, mais ça, je veux dire, 80% des Français, quand vous savez le rapport qu'ont les Français collectivement à l'argent, où ils ne veulent même pas dire combien ils gagnent, refuseraient ça pour eux. Et finalement, on l'a imposé aux élus, aux gens qui ont un mandat public, mais
une chose que finalement, donc le législateur a imposé ça, etc. Donc on s'est imposé un truc que 90% des Français refuseraient pour eux-mêmes. Donc à un moment donné, il faut redire les choses. C'est-à-dire on est dans et c'est une des explications, à mes yeux, pour lequel on trouve de moins en moins de gens qui ont envie d'embrasser une carrière politique. Mais en réalité, vous vous rendez compte, vous donnez l'accès à vos comptes, vous donnez l'accès à votre vie privée, puisque vous n'en avez plus, en réalité, pour vous faire insulter 2 fois sur 3 sur les marchés, quand plus personne n'a envie de le faire. Et pardonnez-moi, mais c'est à la limite du masochisme. Oui, mais alors vous parlez, c'est passionnant, Bertrand, ce que vous dites, mais alors vous parlez des insultes. J'allais en arriver là. Votre chaîne, la chaîne parlementaire, on retransmet en direct je pense à l'Assemblée nationale, les séances. Récemment, la réforme des retraites. Quelle exemplarité! Je me suis posé cette question en préparant cette interview. Je me suis dit, mais je vais poser cette question à Bertrand parce que, en tant que patron de la chaîne, Bertrand, comment concevez-vous l'exemplarité des parlementaires entre eux lors d'une séance? Alors, les insultes qui se font. Non, mais c'est une très bonne question et je ne vous cacherai pas que c'est pour moi, ça a été une séquence difficile. C'est une séquence encore qui n'est pas totalement dans ma tête digérée. C'est-à-dire que je pense qu'on a fait le choix, et je ne le regrette pas, de retransmettre la quasi-totalité des débats. Donc on a cassé complètement la grille. Quand on pouvait, Public Sénat nous a donné une partie de son propre temps sur l'antenne pour privilégier les débats des retraites à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on a vu? Je l'ai fait dans un exercice de transparence démocratique. Voilà. C'est ça. Bon. Et on a vu quoi? On a vu un pugilat, parfois, qui en réalité fragilisé par sa brutalité, par sa gratuité. Parce qu'on a le droit de s'opposer aux retraites. Mais pardonnez-moi, mais de s'opposer aux retraites est une chose, d'aller traiter un ministre d'assassin en est une autre. Tout à fait. Donc on a vu une espèce de surenchère verbale qui participe du jeu aussi, mais là, qui avait clairement dépassé les usages habituels de ce qui se passait dans l'hémicycle. Et donc, ce faisant, on voyait en direct une forme de fragilisation de l'institution elle-même. Or, moi, comme je dis toujours, je suis d'abord, s'il y a un média qui se doit d'être légitimiste à la fois avec l'institution et à la fois avec l'ensemble des groupes, et donc y compris la France Insoumise ou le Rassemblement National, qui sont les 2 groupes les plus souvent montrés du doigt dans l'excès. En réalité, je dois légitimer ce système. C'est la vocation même, et ça ne me pose aucun problème en soi. Mais lorsque vous avez un des acteurs, et en l'occurrence là c'est la France Insoumise, qui finalement pousse, j'allais dire, la logique très très loin au point de fragiliser une forme d'édifice. Évidemment, ça me met en porte-à-faux, c'est-à-dire que je me dis, mais est-ce qu'il fallait donner de la visibilité à ça ou pas? Et alors, le problème, c'est que, quand je disais tout à l'heure, souvent quand vous êtes décideur, vous prenez la moins mauvaise des décisions. Eh bien là, on est typiquement au cœur de ça. C'est-à-dire que j'eus préféré, moi, le citoyen que je suis et le patron de la chaîne parlementaire, où je plaide pour recréer du commun, que le débat ait une autre tenue. Oui, ça, c'est le citoyen que je suis. En même temps, je pense que le patron de la chaîne parlementaire que je suis aussi ne pouvait pas ne pas les diffuser. Oui. Quelle qu'en soit la vigueur, les excès et même la démesure par moment. Quelle qu'en soit la démesure. Je ne pouvais pas ne pas le retransmettre. Maintenant, est-ce que le citoyen que je suis était parfaitement à l'aise avec ça? La réponse est évidemment non. Oui, mais alors, quelle est la responsabilité morale? Nous avions commencé cette interview en parlant de morale, et nous allons bientôt l'achever malheureusement, même si j'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais au niveau de votre responsabilité morale, vous dites, c'est vrai, au nom de la transparence, je dois, en tant que patron de la chaîne, retransmettre en direct.
Est-ce que, à votre avis, cette responsabilité morale, et j'ose poser la question parce qu'elle m'a été posée, est-ce que les parlementaires, certains parlementaires, on citait la France Insoumise, n'est-ce pas, entre autres, est-ce que certains parlementaires n'incitent pas à la violence? Parce que la violence, les mots, le pouvoir des mots... Alors, des parlementaires... Certains parlementaires, il ne faut pas en faire une généralité. Alors, je pense qu'il y a deux choses dans la question, à mes yeux. D'abord, il y a, et moi je le constate au niveau des parlementaires, je constate dans les gens que je peux rencontrer, il y a une forme de barrière générationnelle, de fracture générationnelle que je mettrais à peu près autour de 35 ans, qui s'est opérée, où la puissance symbolique des mots n'est plus la même. C'est-à-dire que moi je sais, il me l'a dit, Alexis Corbière, que je connais bien, qui est membre du conseil d'administration, qui est à la France Insoumise, a immédiatement, quand le jeune député a qualifié le ministre de l'assassin, il lui a demandé immédiatement de présenter des excuses, ce qu'il a fait juste après. C'est-à-dire que là, on avait un parlementaire de la même famille politique, qui était parti dans la même opposition frontale, mais il y avait une différence d'âge entre les deux, et l'appréhension du poids des mots n'est pas tout à fait la même. Et ça, je l'ai remarqué chez eux, mais je l'ai remarqué de manière générale depuis un moment, c'est qu'on a des gens qui ont eu, je pense que ça vient de là, une formation idéologique, préalablement, et donc politique, et qui fait qu'ils ont intégré la force symbolique du politique, et donc des mots. Tandis qu'on a des gens qui ont grandi sur une appréhension politique, j'allais dire plus souvent, plus horizontale et moins verticale, par les réseaux sociaux, et pour lesquels la force symbolique des mots n'est plus la même. Ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir. Donc, ça explique le fait que vous allez avoir des dérapages, les gens plus âgés vivent comme des dérapages, de manière, à mon avis, un peu plus fréquente, par une population très différente dans son appréhension de la force symbolique des choses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour le média que je représente. Oui, effectivement, j'ai donné une visibilité à quelque chose d'un peu extrême. Mais je pense que là où la responsabilité va s'opérer, la responsabilité notamment morale et éditoriale, pour nous, c'est dans l'accompagnement éditorial. C'est-à-dire que, en réalité, à chaque fois qu'on a eu un incident de séance, on a eu, dans ce débat des retraites, on avait 2 journalistes aux 4 colonnes qui immédiatement donnaient la parole à des contradicteurs. On avait 1 ou 2 analyses en plateau qui étaient faites avec Brigitte Boucher ou Myriam Okawa. Donc on avait régulièrement des gens de la rédaction qui, j'allais dire, recontextualisaient le document brut, l'incident qui s'était produit, etc. Et je pense que c'est précisément là que se joue notre responsabilité et que nous jouons en même temps pleinement notre rôle. Et de ce point de vue, il faut le dire, la rédaction a fait un travail absolument remarquable pendant ces 15 jours. Donc la différence, elle est là. C'est-à-dire que si je me cantonnais de remettre en boucle l'incident pour créer du buzz, sans accompagnement éditorial, sans rien, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de dangereux dans la façon qu'a eu LCP de traiter la chose. Mais ça n'a jamais été le cas. Alors ce sera mon avant-dernière question. Le pouvoir des mots. Quelle est la force d'un mot dans la bouche à la fois des parlementaires et puis de nous tous? Parce qu'un mot, finalement, il y a une violence dans les mots et une venue parfois terrible. Mais je pense, puisque je prolonge cette idée de la dépréciation de la force symbolique des mots, je pense que est-ce que c'est le mot qui a perdu de puissance ou est-ce que ce sont les émetteurs? Oui. Parce qu'on est dans un moment aussi où, on le voit bien, j'ai toujours en mémoire une parole d'un jour de Jean-Pierre Chevènement qui m'avait dit le rôle de l'instituteur, qui est le rôle de départ, a bien montré, moi j'étais enfant, on l'appelait maître, maintenant on l'appelle par son prénom. Et donc, il montrait cette espèce de glissement. Mais on peut le dire pour l'instituteur, mais on peut le dire, moi j'ai
des amis avocats, il n'y en a plus un seul. Les lettres qui arrivent au cabinet d'avocats où on dit maître, il n'y en a quasiment plus. Les gens monsieur machin, c'est-à-dire que l'idée du titre, l'environnement. Donc, ça veut dire que l'émetteur n'est plus totalement mis à sa place. Il est banalisé. Et donc, automatiquement, si l'émetteur est banalisé, sa parole l'est tout autant. C'est ça. Et donc, elle perd en force symbolique, en puissance. Il faudrait donc Et c'est la même chose pour les députés. Il y a une désanctuarisation des élus, et ce qui explique la violence contre les élus, qui explique... Donc, on est dans un climat qui a... il y a une violence dans l'affrontement, mais il y a une violence sociale qui est plus pernicieuse et plus diffuse, mais qui est dans cette espèce finalement, de dévalorisation de l'ensemble des fonctions des uns et des autres. Oui, mais finalement, cette dévalorisation, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle empêche certains jeunes de vouloir se lancer en politique? Et ma dernière question, c'est à tous les milliers d'étudiants qui vous regardent aujourd'hui, en tant que patron de la chaîne parlementaire, quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter je dirais d'une certaine manière, de se réintéresser à la politique et aux politiques? Alors, deux choses. La première, c'est que il est normal de vouloir changer le monde à 20 ans. C'est vrai. Toujours. C'est vrai. La réalité, c'est que on ne change pas le monde tout seul et on ne change pas avec plein de choses. Et je pense toujours qu'il faut réfléchir, même quand on veut changer le monde à 20 ans, à 2, 3 grands maximums, idées, valeurs, principes fondamentaux qui sont votre colonne vertébrale. Et une fois qu'on a choisi sa colonne vertébrale, il faut vivre pour la servir. Vivre pour la servir, c'est voilà. Magnifique. Merci Bertrand merci de à vous. m'avoir reçu, merci beaucoup. Merci à vous. Et permettez-moi de terminer par une citation de Denis Wathelet qui vous caractérise beaucoup et qui caractérise le travail que vous faites. Je le cite: nous avons 2 choix dans la vie. L'un est d'accepter les choses comme elles sont, et la seconde, de prendre la décision de les changer. C'est énorme, vous venez de le dire, vous voyez. Parfait. Formidable. Merci de m'avoir reçu, merci pour votre humanité et pour votre amour de la société, pour votre amour de la politique, du politique, tout simplement pour votre amour de la démocratie. Merci à vous. Merci beaucoup. Les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao.